Attention, cette vidéo contient des spoilers de la série Alice in Borderland disponible sur Netflix. Si vous n'avez pas regardé ou que vous êtes en cours et que vous n'aimez pas être spoilé, je vous conseille de quitter la vidéo et d'aller mater cette série, elle est trop géniale. Sur ce, bon visionnage. Salut bande de nazes, ici Chris the King. Vous allez bien? Tant mieux. A l'origine, cette vidéo aurait dû parler des différences entre le manga Alice in Borderland et son adaptation en série live sur Netflix. Cependant, après réflexion, j'ai décidé de la modifier pour en faire une vidéo sur comment survivre à Alice in Borderland. Mais après avoir revu les 2 saisons, je me suis rendu compte que survivre à Alice in Borderland est presque impossible. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Mais en attendant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et de me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Snapchat. Bref, commençons la vidéo. Dans l'univers de Alice in Borderland, les joueurs sont téléportés dans un Tokyo vide et ravagé par la nature. Chaque joueur est considéré comme un étranger et est donc attribué un visa de 1 journée. Si le visa expire, le joueur se ferait tuer par un laser venu du ciel. Impossible de s'enfuir. Il n'y a qu'une forêt au-delà de la ville et ceux qui essaient de prendre la mer se font tuer instantanément. Le seul moyen d'augmenter le nombre de jours de notre visa est de jouer à des jeux mortels et de gagner. Les jeux sont basés sur le terme des cartes à jouer, et chaque symbole représente un type de jeu bien spécifique. Le trèfle représente les jeux d'équipe, le carreau représente les jeux d'intelligence, le pic représente les jeux physiques, et le cœur représente les jeux psychologiques. Les numéros représentent le niveau du jeu. Plus il est grand, plus le jeu est difficile, mais aussi le nombre de jours gagnés par les joueurs dans leur visa. Les plus abordables sont les 3 et 4 de trèfle et le 4 de carreau. Le 3 de trèfle consiste à choisir plusieurs fois entre une porte vive et une porte mourir pour accéder à une pièce jusqu'à quitter le bâtiment. Le héros Arisu est parvenu à s'en sortir en calculant la longueur du bâtiment et la forme des pièces à l'intérieur, mais le plus simple aurait été d'ouvrir une porte et de jeter les objets à l'intérieur pour voir s'ils se font transpercer par le laser. C'est bien plus simple et pas interdit par les règles. Le 4 de trèfle se passe dans un tunnel et consiste à atteindre l'objectif. Si les joueurs avaient été plus réfléchis et observateurs, ils se seraient rendus compte que l'objectif était le bus depuis le début et que donc le jeu ne leur demandait pas de courir vu que ça aurait été un jeu de pique. Et le 4 de carreau consiste à entrer dans une salle se remplissant d'eau avec des câbles électriques au plafond et de résoudre un problème ou mourir électrocuté. Là, rien à dire, Arisu a résolu le problème de la meilleure façon possible. À part eux, tous les jeux sont hardcore. Dans 5 de pique, le jeu consiste à trouver une porte sûre dans un bâtiment tout en fuyant un type portant un masque de cheval armé d'une mitraillette et d'un kukri et est tellement fort et athlétique qu'il peut tenir tête à un militaire. Et même si vous arrivez à trouver la porte, vous serez confronté à, surprise surprise, un deuxième type masqué et armé d'une mitraillette. Mais pire reste les jeux de cœur. Dans le set de cœur, 4 joueurs doivent participer au jeu du loup. Mais il y a un twist. Le loup est le seul qui survivra et les autres mourront. Ce jeu manipule l'envie de vivre des joueurs pour les forcer à s'entretuer et c'est encore pire si les joueurs se connaissent et ont développé des liens entre eux. Le héros n'a survécu que parce que ses amis se sont sacrifiés pour lui et il ne s'en est pas complètement remis. Le 10 de cœur ressemble lui à un jeu où on doit résoudre le meurtre d'une jeune fille dans la plage. Une société utopique créée par un espèce de gourou nommé le Chapelier, mettant ainsi le doute et la paranoïa parmi les joueurs. Mais le jeu est allé encore plus loin en manipulant la mort du Chapelier et la culpabilité de son ami Agony pour le pousser, lui et sa bande de psychopathes, à tuer et détruire tout ce qui est en lien avec la plage, augmentant la difficulté d'un jeu déjà bien difficile. Dans la saison 2, les joueurs sont confrontés au jeu de figures, roi, reine et valet, et doivent affronter et tuer les résidents du Borderland et designers des jeux. Et c'est un carnage! D'un côté, il y a les jeux plus ou moins abordables, comme le roi de trèfle, où on participe à un jeu de points dans un labyrinthe de containers contre un mec tout nu et son groupe de rock. Certes, ils connaissent mieux le terrain, mais le jeu reste abordable avec une bonne tactique, et si on sait choisir ses coéquipiers, coucou Niragi! Pareil pour l'arène de pique, où le jeu consiste à faire affronter 2 équipes avec pour objectif de prendre les joueurs de l'équipe adverse pour avoir le plus de joueurs à la fin du jeu.
Même la reine de cœur où il faut juste jouer au croquet, sérieusement, et finir la partie, si on ne fait pas attention à ce que dit la reine de cœur et qu'on se contente uniquement sur le jeu, on peut gagner facilement. Mais pour le valet de cœur, le roi de carreau et le roi de pique, comment voulez-vous gagner des jeux pareils? Le valet de cœur est un jeu où les joueurs doivent s'attacher un collier explosif autour du cou, s'enfermer dans une cellule individuelle et deviner quel symbole se trouve derrière le collier. Si on devine mal ou qu'on ne dit rien, et ça dure jusqu'à la mort du valet qui est parmi les joueurs. Ce jeu nous demande littéralement de faire confiance à des inconnus, sachant que l'un d'entre eux est un imposteur qui fera tout pour saboter le jeu et tuer tout le monde. Dans ce genre de situation, la plupart des gens n'ont juste pas ce qu'il faut pour continuer et tombent soit dans la paranoïa, soit se font manipuler facilement. Le roi de carreau, lui, consiste à affronter le roi et d'autres joueurs en s'attachant à une chaise au-dessus d'une balance remplie d'or égal, un acide très puissant, et de choisir un nombre entre 0 et 100. Celui choisissant le nombre le plus proche du calcul de la somme des chiffres choisis divisé par le nombre de joueurs multiplié par 0,8 gagne la partie. Chaque échec fait perdre un point et si on perd 10 points, on se prend l'or égal dans la gueule et le résultat est loin d'être joli. Le pire avec ce jeu, c'est que les joueurs trop intelligents sont pénalisés à cause de l'imprévisibilité du jeu due au choix des autres joueurs. Et l'ajout de nouvelles règles après chaque mort complique encore plus les choses. Mais le pire reste le roi de pique. On doit affronter le roi de pique, qui est un mercenaire surentraîné, vétéran de guerre, possédant une force, une concentration et une résistance digne du Terminator, une panoplie d'armes en tout genre, comme un fusil sniper tirant du calibre 50, et toute la ville est son terrain de jeu. Il est celui qui a tué le plus de joueurs, et c'est un putain de monstre. Beaucoup de protagonistes se sont unis pour le tuer, et ils ont réussi, mais la plupart d'entre eux étaient presque morts. C'est triste à dire, mais les protagonistes d'Alice in Borderland sont meilleurs que vous et moi sur plusieurs points. Tout d'abord, Harisu, même s'il ne fait pas de sport, et on est tous d'accord pour dire qu'il n'est pas physiquement impressionnant, maigrichon et sans le moindre muscle, mais il a des réflexes ultra rapides. Il a quand même esquivé une rafale de mitraillette à bout portant. 2 fois. En plus d'avoir de bonnes capacités de déduction, une mémoire photographique et une bonne connaissance du comportement humain. En somme, c'est un putain de génie. Mais le plus intelligent reste Chichia, qui est capable d'organiser des plans complexes, de créer des armes improvisées comme un taser, un lance-flamme et une grenade, et il ne perd jamais son sang-froid même dans les situations dangereuses. Usagi, qui est la love interest d'Arisu, est une alpiniste et de ce fait possède une bonne condition physique. Exactement comme Kuina, qui est une ex-karatéka et assez forte et badass pour affronter à main nue et battre un type maniant un sabre. Certains possédaient des compétences utiles avant d'arriver au Borderland. Anne fait partie de la police criminelle et possède des compétences en matière de résolution de crimes, comme prélever des empreintes, et elle est très intelligente. Aguni est un ex-militaire formé au maniement des armes à feu, est le plus fort physiquement et très résistant au point d'avoir survécu après s'être fait tirer dans la tête. Ouais, dans la tête. D'autres ont développé des compétences au Borderland, comme ce connard de Niragi qui est devenu expert dans le maniement d'armes et il a une résistance de ouf. Il s'est fait brûler au 3e degré, a tombé de plusieurs mètres de haut, s'est fait tabasser et s'est pris un tir de fusil à pompe dans l'estomac et il a survécu quand même. Un vrai petit cafard. Et il y a aussi Akane qui est devenu une bonne archère et a survécu à des situations qui auraient dû la tuer, comme la perte de sa jambe et une rafale de fusil d'assaut dans l'estomac. À moins que vous ne soyez un génie, que vous ayez de bonnes capacités physiques et mentales ou des compétences utiles, vous avez peu voire aucune chance de survivre au jeu. Dans la série, on voit que les moins forts et les moins préparés sont les premiers à mourir. Bon après, personne n'est parfait, les protagonistes ne font pas exception. Ils sont parfois des plans de merde, comme par exemple affronter un mercenaire entré dans une allée alors que le but est de le piéger. Et des fois, c'est juste le scénario qui empêche les personnages de mourir dans les situations où ils auraient dû. Et vous, pensez-vous être capable de survivre au jeu? Dites-le moi dans les commentaires. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!